Bonjour Damien Adam, Bonjour. vous êtes le député La République En Marche de la première circonscription de la Seine-Maritime depuis juin 2017. Damien Adam, au regard de l'actualité de ces derniers jours, diriez-vous franchement que la démission de Gérard Collomb et la manière dont a été gérée cette affaire-là tient de la péripétie comme le prétend Emmanuel Macron? Effectivement, il y a eu un petit cafouillage au moment de la démission du ministre Gérard Collomb. Après, il n'y a pas un sujet sur le fond qui est extraordinairement important. C'est une péripétie, effectivement, je suis d'accord avec cette terminologie, qui sera évacuée très rapidement. Nous aurons un nouveau ministre de l'Intérieur qui sera remplacé après, une fois que qu'il aura été nommé par le président de la République sous proposition du Premier ministre. Et puis on pourra s'intéresser enfin au vrai sujet, au fond, un peu. Oui, mais tout de même, depuis le mois de septembre, 3 démissions, Nicolas Hulot, Laura Flessel, la ministre des Sports, Gérard Collomb. Je ne parle pas de l'affaire Benalla qui a un peu pollué votre été. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans cette majorité? Je me sens complètement à l'aise sur cette majorité parce que c'est une majorité qui travaille et qui essaye de réformer le pays du mieux qu'elle peut. Après, effectivement, il y a des sujets. Je pense que sur l'affaire Benalla, on est tous d'accord que l'Élysée a mis un peu de temps à réagir et qu'on n'a pas forcément très bien réagi avec cette affaire. Mais maintenant, les choses sont réglées. Il y a eu l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat il y a quelques semaines. Et tout de suite après, on n'a plus du tout entendu parler de cette affaire-là. Donc maintenant, les choses sont derrière nous. Et pour le reste, nous sommes au travail. Nous essayons de mettre en place les réformes pour faire en sorte que la situation du pays s'améliore sur tous les sujets. Et les effets commencent à se montrer dans l'économie et dans la vie politique française. Une récente étude d'opinion dit que Emmanuel Macron renvoie l'image de quelqu'un d'autoritaire. Autoritaire, c'est pas forcément avoir de l'autorité. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a manqué d'autorité dans l'affaire Benalla, dans l'affaire Gérard Collomb? Alors vous avez une contradiction, parce que du coup vous dites que les Français jugent qu'il est autoritaire et vous dites qu'il a manqué d'autorité au moment de l'affaire Benalla. Autoritaire et autorité, c'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'on a manqué au moment de l'affaire Benalla de réactivité. Et qu'on a peut-être été un peu long à la détente et que maintenant les choses sont complètement réglées. Après, ça me paraît normal qu'un président de la République fasse preuve d'autorité. C'est le chef de l'État, c'est le chef des armées, donc c'est normal qu'il ait de l'autorité. Après, il ne faut pas que l'autorité se transforme en autoritarisme, mais je ne crois pas qu'on soit là-dedans. Il est bien conscient du pouvoir qu'est le sien et du poids qu'est le sien. Il y a eu un peu de flottement. C'est ce que vous dites également? Oui, bien sûr, mais ça, je pense que tout le monde s'en est bien rendu compte, donc il n'y a aucun mal à le reconnaître. Bon. Mercredi soir, on vous a aperçu au Salon de l'Auto avec le président de la République, justement. L'automobile, c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Vient d'être adopté un article dans la loi Pacte, l'article numéro 43, qui porte notamment sur les véhicules autonomes, notamment sur l'expérimentation des véhicules autonomes. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment à quoi ça correspond? Alors concrètement, l'article 43 de la loi Pacte permet de clarifier le régime législatif pour le développement d'expérimentations sur le véhicule autonome. Et ça permettra à plus d'acteurs de venir mettre en place des expérimentations sur le sol français plutôt que de le faire dans d'autres pays européens. C'est un facteur d'attractivité pour faire en sorte qu'un maximum d'acteurs utilisent notre sol, en respectant évidemment toute la législation et tout le cadre légal et mettre en sécurité les citoyens, pour en tout cas mettre en place des expérimentations. Vous y croyez, vous, aux véhicules autonomes? C'est pas qu'on y croit, c'est que vous avez bien vu au niveau du salon de l'automobile, de nombreux constructeurs ont fait des annonces qui vont dans ce sens-là. L'industrie automobile est dans une transition qui est extraordinaire, mais qui aussi porte un risque, puisque en France, c'est énormément d'emplois. Il faut faire en sorte que ces emplois puissent être conservés dans la durée. C'est pour ça qu'il faut accompagner les constructeurs automobiles dans la transition vers les véhicules connectés, les véhicules électriques et les véhicules autonomes. Et c'est ce que nous faisons, nous, État, majorité, pour faire en sorte que l'industrie automobile puisse être pérenne dans notre pays. Et ça, c'est un texte que vous avez porté pour rendre service à la métropole de Rouen, qui s'engage pleinement dans cette voie des véhicules autonomes? Moi, je ne suis au service que d'une chose, c'est l'intérêt national. Et si vous regardez, l'ensemble des pays européens se posent des questions par rapport aux véhicules autonomes. Il n'y a pas que la métropole de Rouen qui a des expérimentations, même si la nôtre est un cran au-dessus et va un peu plus loin. Et c'est tant mieux pour notre territoire et on doit tous s'en féliciter. Et moi, j'accompagne au mieux la législation pour faire en sorte qu'elle puisse être la plus favorable au développement économique de notre territoire, de la métropole de Rouen, mais également de l'ensemble de la nation. Alors, puisque nous parlons des transports, parlons un peu de leurs infrastructures. Oui. Dans le mois qui vient, Elisabeth Borne va présenter le projet de loi sur la mobilité qui sera adopté vraisemblablement par le Parlement au printemps prochain. Récemment, sur l'avis du Conseil d'orientation des infrastructures, un certain nombre d'arbitrages ont été arrêtés. Tout à fait. Notamment, en ce qui concerne notre région, le contournement est de Rouen, qui est un dossier qui a plus de 40 ans. Absolument. Alors vous êtes réjoui quand même très vite. Vous annoncez une ouverture pour 2022.
Non, il y a une fenêtre de tir entre 2022 et 2024. Tout dépend ensuite de la réactivité de l'appareil d'État et des différentes parties prenantes du dossier pour faire en sorte qu'on puisse le mettre en place le plus rapidement possible. Ce vers quoi on s'oriente, c'est qu'en 2022, nous aurons le début des travaux réellement de mise en place de l'infrastructure et en 2024, l'ouverture pour les clients de cette infrastructure. Enfin, si je lis bien votre communiqué, vous parlez bien une ouverture en 2022. Tout à fait, l'ouverture du chantier en tant que tel de l'infrastructure contournement Est. Bon. Sur les infrastructures ferroviaires cette fois-ci, est-ce que là aussi vous n'allez pas un peu vite en disant on fera Rouen-Paris en 50 minutes en 2030 ? Ah bah écoutez, les choses sont très claires, elles ont été annoncées par la ministre des Transports avec qui je suis en liaison très régulière. Ce qui était validé, c'est qu'en 2030, nous aurons la gare de Rouen. Elle sera faite. Elle sera faite en 2030. Pour l'instant, c'est pas certain. On voit que Frédéric Sanchez, qu'Hervé Morin disent attention, mobilisons-nous, cette gare-là n'est pas acquise. Évidemment, l'État a indiqué qu'il allait financer cet investissement de gare de Rouen, sachant qu'il va financer toutes les étapes préliminaires à la gare de Rouen, donc tout le saute-mouton de la gare Saint-Lazare, le Mantois, etc. Et ce qui fait qu'en 2030, effectivement, nous ferons le Paris-Rouen en 50 minutes dans une nouvelle gare. Mais effectivement, une fois qu'on a dit ça, il faut que l'ensemble des acteurs sur le terrain maintenant se mettent en place pour agir d'un commun accord dans cet objectif. Donc, les choses ne sont pas réglées, c'est dans plus de 10 ans, donc effectivement le temps est long, mais en tout cas l'État a indiqué qu'il allait financer cet investissement et que l'ensemble de la ligne LNPN allait être validé, parce que vous savez, la LNPN c'est pas que le Paris-Rouen, c'est le Paris Le Havre et ensuite également la liaison avec Caen et le Y de l'heure. Oui. Et donc tous les débats qui vont maintenant s'orienter, c'est sur quel est le timing pour le Y de l'heure. Je pense qu'il faut que le Y de l'heure soit le plus tôt possible pour que nous puissions avoir l'ensemble du territoire normand qui est irrigué par un réseau ferroviaire moderne. Et c'est ce à quoi nous employons, nous, majorité, et également tous les acteurs sur le terrain. Alors selon vous, les Havrais pourront aller à Paris en combien de temps et quand ? Ah bah écoutez, là-dessus, tout dépendra. Ce qui est certain, c'est que nous, majorité, nous pouvons nous engager pour les 10 prochaines années, les 5 prochaines années en termes d'investissement avec les financements et les 10 prochaines années en termes pour l'infrastructure, de savoir quelles vont être les priorités. Après, au-delà de 2030, il est difficile pour la majorité actuelle de se présenter et de dire on financera ça, on financera ceci. Nous, on a mis en place des priorités, on a dit tout ce qu'il fallait faire et ce sera dans le projet de loi de finances et dans la LUM que nous définirons tout ça. Donc tous les projets avec les dates, les moyens qui seront donnés par l'État et ensuite il conviendra à chaque majorité qui vont se succéder de faire en sorte que le timing soit respecté. Un débat de société va s'ouvrir dans quelques semaines. Il concerne notamment la PMA, la procréation médicalement assistée. Le Premier ministre a dit la semaine passée on peut y aller, sans ces mots. Est-ce que vous dites il faut y aller et vite ? Bien sûr. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la PMA pose un problème d'inégalité, puisque certaines personnes pourraient bénéficier, d'autres ne peuvent pas en bénéficier. Il y a à l'Assemblée nationale une commission qui est en train de réfléchir à tous les éléments concrètement pour pouvoir mettre en place cette PMA pour toutes les femmes. Et donc, il y aura un projet de loi qui interviendra dans les prochains mois et qui permettra de mettre en place cette PMA. Je pense qu'une majorité de Français sont pour cette PMA. Il faut rassurer ceux qui s'inquiètent de certaines conséquences et c'est tout l'objet du projet de loi qui interviendra. Mais je pense que voilà, les conditions sont réunies pour que nous puissions voter cette PMA, évidemment. Est-ce que vous redoutez une forte mobilisation, comme on a pu le voir au moment du mariage pour tous ? Je ne redoute rien. Après, c'est à nous de convaincre une majorité de Français que nous prenons la bonne décision. C'est ce à quoi nous allons nous employer une fois que le projet de loi sera présenté et que nous aurons toutes les conditions qui seront proposées par le gouvernement. Alors, question subsidiaire à la PMA, est-ce que vous êtes favorable à la GPA ? Alors, écoutez, moi, je pense que nous ne sommes pas au moment où nous pouvons mettre en place la GPA. Mais à titre personnel, est-ce que vous seriez favorable à cette mesure-là ? Moi, je ne suis pas opposé à la mise en place de la GPA. Je pense qu'il y a beaucoup de débats, ça pose beaucoup de questions et il faut déjà travailler sur le fond sur ce sujet-là. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de la prochaine loi qui interviendra et c'est bien normal. Il faut séparer les deux sujets parce que parfois on fait un peu trop l'amalgame avec des sujets qui sont complètement différents. Et puis voilà, je pense que ce n'est pas le moment de mettre en place la GPA. Déjà, concentrons-nous sur le problème d'inégalité qui existe aujourd'hui quant à la PMA. Les échéances électorales vont arriver très rapidement. Dans 8 mois auront lieu les élections européennes. Quelle sera, votre implication dans cette campagne européenne ? Moi, je l'ai dit, j'allais mettre tout ce que je peux mettre de mon temps personnel en dehors de mon mandat de député pour faire en sorte que les idées progressistes
que porte le mouvement La République En Marche et que je porte moi-même puisse avoir le meilleur score possible aux européennes. Et donc je m'engagerai sur le terrain, à travers des réunions publiques, à travers des actions également, pour mettre en avant ce que réellement apporte l'Union européenne aux citoyens français, parce que l'apport de l'Union européenne est colossal, mais il est souvent un peu caché, il est souvent un peu absent. C'est la faute à l'Europe. Non, c'est pas la faute. Mais regardez, par exemple, je donne un exemple régulièrement, c'est que, par exemple, l'Union européenne finance un certain nombre de projets qui ont lieu sur le territoire. Par exemple, Port 2000 a été financé en partie par les aides de l'Union européenne, par ce qu'on appelle le FEDER, le Fonds européen d'aide au développement. Et sauf que généralement, quand on est sur le terrain, qu'on est tout content d'inaugurer une de ces infrastructures, on oublie de citer la part qu'a joué l'Union européenne. Donc forcément, après, on se dit, mais l'Union européenne ne fait rien pour nous, alors qu'elle fait beaucoup de choses, mais les élus locaux ont tendance à ne pas le mettre en avant. C'est par exemple le cas aussi sur un autre sujet, mais la région Normandie en ce moment, elle met en place des communications pour mettre en avant les travaux qu'elle fait, par exemple dans la gare de Rouen actuelle ou sur le projet à Sotteville pour l'entretien des trains. Et elle oublie par exemple de mettre la part de l'État de participation. Elle a des diagrammes où elle dit la part de la région, la part du département, la part de la métropole, et la part de l'État, elle est intégrée dans la part de la région. C'est un petit peu gros, mais bon, c'est la communication de la région qui a tendance à occulter tout ce que fait l'État pour elle. Vous l'avez dit à Hervé Morin ? Je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire parce que j'attends de réunir suffisamment de preuves pour effectivement lui envoyer un courrier pour regretter effectivement cette mise en place. Je reviens un instant sur l'échéance européenne du mois de mai 2019. Le 26 mai, oui, dimanche 26 mai. 2019. Quelle doit être selon vous la stratégie de La République En Marche ? Est-ce qu'il faut chercher des alliances pour bâtir une liste ou est-ce qu'il faut y aller tout seul ? Je pense qu'il faut chercher... Vous êtes aujourd'hui aux alentours de 20% des intentions de vote. Tout à fait, avec Marine Le Pen. À peu près, qui est à peu près le même étiage que la présidentielle, ce qui veut dire que notre socle n'a pas beaucoup bougé en 18 mois. Je pense que ce qu'il faut que nous cherchions avant tout, c'est la cohérence. Et donc toutes les personnes qui pensent avoir des idées qui sont similaires aux nôtres, je les invite évidemment à nous rejoindre pour que nous ayons la liste la plus claire possible, la plus cohérente possible, et surtout avec un projet qui est vraiment de réforme de l'Union européenne. Parce que si vous voulez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on entend les républicains, on entend les socialistes, mais on ne comprend pas très bien quelle est leur vision de ce qu'ils veulent pour l'Europe. Il y a différents sons de cloche, à l'intérieur de leur parti, ils ne sont pas très clairs. Nous, on est très clairs. On veut une Europe, mais on veut une Europe complètement réformée. On veut une Europe qui soit efficace, une Europe qui s'occupe des vrais sujets, pas des petites choses. On se souvient des histoires sur les concombres ou sur l'orientation des bananes. C'est pas ça que doit s'occuper l'Europe. L'Europe doit s'occuper du social, doit s'occuper de la sécurité, doit s'occuper de la diplomatie, doit s'occuper de la place de l'Europe dans le monde. C'est tout l'objet de la Grande Marche pour l'Europe qui a été mise en place au deuxième semestre 2018 et au deuxième trimestre 2018, pardon, et dont les conclusions ont été rendues la semaine dernière, il y a quelques semaines, et on voit bien tous les sujets prioritaires des Français quant à cette Union européenne, et on doit se battre pour cette Union européenne, puisque les Français sont attachés à l'Union européenne, mais ils ne sont pas attachés à cette Union européenne qu'on a là, où on voit bien que les choses ne fonctionnent pas correctement, et on doit avoir une Union européenne efficace. Selon vous, il doit y avoir des passerelles avec les gens de chez Agir, qui sont relativement proches de vous ? Écoutez, ça, c'est des choses qui se négocient, évidemment, vous le comprendrez bien, pas à mon niveau. Moi, je pense qu'il y a une certaine cohérence à ce que Agir puisse venir avec nous et que nous puissions avoir une liste assez large, pro-européenne. Et j'espère que nos collègues d'Agir feront ce choix-là. Après, il n'en revient pas à moi de choisir ce qu'ils feront. Alors, au-delà des européennes auront lieu l'année suivante les municipales. C'est un rendez-vous extrêmement important. C'est l'élection préférée des Français. Après la présidentielle. Après la présidentielle. Vous êtes député de Rouen. Le maire de Rouen, Yvon Robert, maire PS, a annoncé depuis longtemps qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Quel bilan vous dressez de la gestion Yvon Robert ? Alors écoutez, je pense que je vais certainement vous décevoir, mais je pense que le temps du bilan n'est pas encore venu. Comme je souhaite que les Français jugent le bilan d'Emmanuel Macron, non pas au bout de 18 mois, mais au bout de 4 ans, je pense qu'un mandat municipal, ça se juge dans la dernière année. Et donc, on y est bientôt, effectivement, mais il faudra attendre que le dernier budget soit voté, que les derniers arbitrages de la mairie soient validés pour que nous puissions voir quelle a été la logique de la mairie pendant 6 ans. Après, il y a quelques éléments qu'on peut déjà avoir. Vous vivez dans cette ville, donc vous la ressentez, j'imagine. Mais évidemment, mais je suis d'accord avec vous. Il y a certains questionnements qu'on peut avoir sur la sécurité, par exemple. On a beaucoup moins développé que d'autres communes les caméras de surveillance. C'est peut-être dommage.
Sur la police municipale, je pense qu'on peut aller encore plus loin. On peut peut-être armer aussi la police municipale. Sur la propreté, je pense qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Quand il y a un marché le dimanche, la moindre des choses, c'est qu'on ramasse les déchets le dimanche. Quand les magasins ferment le soir, il faut aussi ramasser les déchets, parce que si on les laisse dans les rues, forcément, ça crée un sentiment de ville sale. Et c'est pas en faisant des 4x3 dans toute la ville qu'on améliore la propreté. Ce qu'il faut, c'est vraiment agir sur la saleté. Et sur tout un tas de sujets comme ça, il y a des choses, effectivement, où on se dit, bon, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Mais après, je ne veux pas trop en vouloir au maire actuel, parce que, si vous voulez, la problématique qu'il a, c'est qu'il ne contrôle pas tout. C'est le maire sur le papier, mais dans les faits, il ne gouverne pas. Il est dans une majorité éclatée où des forces minoritaires imposent leur vue sur la majorité. Et donc, il est malheureusement tributaire de cette situation qui l'a empêché et qui l'empêche toujours d'agir en grande partie. Quand votre budget il est voté par les gens de l'opposition plus que par les gens de la majorité, ça traduit bien qu'il y a un problème. Et c'est le cas depuis le premier budget de 2014. Vous avez lancé un peu avant l'été des ateliers de concertation qui font un peu de prospective quand même. Absolument. Pas que des prospectives, qui vont apporter des solutions, des propositions concrètes pour l'ensemble du territoire. La question est simple, Damien Adam. Est-ce que vous allez être candidat à Rouen? Non, mais je pense qu'il ne faut pas prendre les choses dans le désordre. Le bon ordre, c'est déjà de réfléchir à un projet. Et nous avons décidé de lancer l'initiative de Rouen, notre métropole, mais avec les hommes un certain nombre de... et les femmes politiques ont toujours en tête la problématique de l'incarnation qui est importante. Bien sûr, mais d'abord, il faut incarner quelque chose. Pour incarner quelque chose, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et pour le moment, nous avons décidé avec des partenaires de la société civile, d'autres mouvements politiques que le nôtre, de réfléchir dans une initiative qui s'appelle De Rouen, et à l'échelle de la métropole. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'en 2014, on a mis en place cette technostructure qu'on appelle la métropole Rouen-Normandie, mais sans que les citoyens sachent exactement ce que ça fait dans leur vie quotidienne. Quand ils ont un problème, ils vont voir leur maire, pas le président de la métropole. Et il faut leur expliquer que les choses ont changé, que la métropole a pris un poids très important, d'autant plus dans une ville comme Rouen qui n'a pas su se réformer, qui a dû céder un certain nombre d'infrastructures à la métropole. Et donc nous avons essayé de réfléchir sur une dizaine de thématiques. Nous aurons à réfléchir dans les prochaines semaines sur la situation des étudiants. Ils sont 40 000 dans le territoire de la métropole et il faut savoir exactement quels sont leurs problèmes, leurs aspirations et ce qu'on peut essayer d'améliorer. Ensuite, nous irons au mois d'octobre-novembre sur le sujet des commerçants, parce que le commerce centre-ville, c'est un sujet extrêmement important pour la métropole de Rouen. Et voilà, avec toutes ces réflexions, nous aurons ainsi un projet métropolitain, des axes de travail métropolitains qui seront ensuite déclinés dans chaque ville de la métropole, 71 communes. On voit bien que la campagne est parti, peu ou prou. Bien sûr, le mouvement La République En Marche a vocation à se présenter dans les échéances qui viennent. Oui. Et vous le voyez bien, au niveau national, par exemple, que ce soit l'AMF, l'Association des maires de France, des départements ou des régions, se sont tenus aujourd'hui par des personnes qui sont des politiques et qui sont dans une opposition à nous. Et comme ils sont dans une opposition à nous, ils ont tendance à mettre en avant, et Hervé Morin peut le faire parfois aussi, des choses qui ne sont pas exactement vraies. Il a toute cette idée que nous serions en train de recentraliser la France, alors que la décentralisation est un principe constitutionnel et qu'on n'a pas vocation à modifier. Lui parle d'État jacobin. Hein. Oui, mais ça c'est ses mots à lui, je lui laisse. Mais ce qui est vrai, et ce qui est concret, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures dans toutes les lois qu'on met, que ce soit la loi Elan, la loi agriculture, alimentation, la loi Pacte, où on met les collectivités en responsabilité et on leur donne plus de marge de manœuvre que ce qu'ils avaient avant. Ça, c'est pas du centralisme. Au contraire, c'est de faire confiance aux collectivités et leur permettre d'agir sur leur territoire comme elles l'entendent. Donc ça n'a rien à voir avec le jacobinisme. Au contraire, c'est une politique responsable qui accepte le fait que l'État a des responsabilités, mais que les collectivités ont aussi un rôle à jouer. Je reviens un instant à Rouen 2020. Oui. Quelle doit être la stratégie de La République En Marche? Est-ce que vous allez chercher des alliances au centre, par exemple? On a été très clair quand nous avons lancé l'initiative de Rouen. Nous avons la volonté de rassembler tous ceux qui souhaitent transformer cette ville et transformer cette métropole. Mais c'est qui aujourd'hui? Vous avez bien lu les signataires qu'il y avait sur la tribune que nous avons annoncée au mois de mai quand nous avons lancé l'initiative. Et puis après, il y a un certain nombre de personnes qui gravitent autour de cette initiative et qui vont certainement nous rejoindre. On est encore, excusez-moi, mais très loin de l'échéance. C'est en mars 2020, nous sommes en octobre 2018. Il y a un peu moins de 2 ans avant cette échéance. Les choses vont énormément bouger. Il ne vous aura pas échappé que nous avons avant en plus les élections européennes et que les élections européennes vont grandement impacter ce que seront les élections municipales. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'un certain nombre de candidats sortants ont envie de quitter leur étiquette nationale, parce qu'ils sentent bien que c'est des étiquettes qui sont plutôt des fardeaux que des tremplins. Pour aller chez vous ?
Non, parce que nous, on est aussi une étiquette politique, donc je pense qu'ils vont plutôt s'arrêter au milieu du gué et être un petit peu flou. Et vous savez ce que disait Martine Aubry, pour reprendre une expression, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Bon. Est-ce que le futur maire de Rouen doit être également le président de la métropole ? Je pense que c'est une question qui est philosophiquement intéressante, mais qui ne peut pas être tranchée avant. Parce que de toute façon, je vais vous dire, ça va être très clair. Les élections municipales, c'est 71 communes qui vont décider pour elles-mêmes ce qu'elles veulent comme responsable. Et ensuite, il y a un troisième tour qui va être l'élection du conseil métropolitain pour définir quelles sont les forces en présence. Aujourd'hui, moi je vais vous dire, les choses ne sont pas du tout éclaircies, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais on voit bien quand même que globalement, il va y avoir 3 blocs. Il va y avoir un bloc PS qui va certainement se réduire, plus ou moins fortement, ça dépendra de notre capacité à pouvoir piquer des places. Il va y avoir un bloc central, du coup, avec nous et d'autres partenaires. Et puis, il va y avoir un bloc extrême, un bloc d'extrême droite et d'extrême gauche. Et donc, je pense que là-dessus, on va avoir globalement un peu 3 tiers. Et donc, ce sera difficile. C'est difficile dès maintenant d'imaginer comment seront les positions en 2020. Après, je pense que c'est important, effectivement, que la ville-centre joue un rôle fort dans la métropole. Si la ville de Rouen et la métropole de Rouen ne jouent pas dans le même sens, c'est tout le territoire qui en pâtit. Les vrais leviers de pouvoir sont à la métropole. Les vrais leviers de pouvoir, ils sont à la fois à la métropole et à la ville de Rouen. Mais effectivement, les moyens financiers, ils sont plutôt du côté de la métropole, parce que la ville de Rouen n'a pas su se réformer depuis un certain nombre d'années et a un endettement qui est fort et qui ne se réduit pas. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il faut que le président de la métropole soit le maire de Rouen. Voilà, je pense qu'il faut... Et puis tout dépendra du projet de cohérence qu'il y aura de chaque famille politique. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais pour moi, j'ai pas de... Alors, imaginons le cas où vous seriez maire de Rouen dans un an et demi. Je ne suis pas candidat, monsieur. Si vous êtes candidat, vous laisseriez le poste, le fauteuil de président ou de présidente de la métropole à un autre maire ? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quel que soit le maire de Rouen, ce n'est pas lui qui décidera qui doit prendre le siège de la présidence de la métropole. Bien sûr. C'est une élection en fonction des conseillers métropolitains qui auront été élus. Et donc, nous verrons bien à ce moment-là qui peut-être... Le maire de Rouen peut avoir un vœu, peut émettre un vœu, évidemment, un désir. Évidemment qu'il peut avoir un vœu, et c'est même tout à fait naturel qu'il en ait un. Après, tout dépendra, je vous dis, des forces en présence. Parce que si le maire de Rouen est issu d'une famille politique, mais que cette famille politique est extrêmement minoritaire au sein de la métropole, comment peut-on imaginer qu'il puisse être le futur président de la métropole ? Ça paraît peu concevable. Hors de Rouen, quelles sont les grandes villes dans la région qui sont les cibles prioritaires de la République En Marche en 2020 ? Écoutez, c'est une question très intéressante, mais vous me permettrez de le garder pour l'instant à ma discrétion, à la discrétion de notre mouvement politique. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que nous avons diffusé notre charte pour les municipales, où nous allons demander aux candidats sortants un certain nombre de critères pour pouvoir avoir le soutien de la République En Marche. Un, c'est de ne pas soutenir une équipe différente de la nôtre pour les européennes. Ça ne veut pas dire forcément nous soutenir, mais en tout cas ne pas soutenir une autre équipe. Ensuite, c'est de respecter les engagements de l'État, notamment en ce qui concerne la contractualisation. Sur les dépenses publiques. Pour les dépenses publiques notamment, mais ce qui pour le territoire, tout le monde a accepté, donc c'est pas un problème. Ils vont l'accepter, je ne suis pas inquiet pour ceux qui sont encore en réflexion. Et surtout, il faudra qu'ils fassent de la place à des marcheurs dans leur équipe. Et qu'évidemment, ils respectent les valeurs du mouvement de la République En Marche. Et donc, par exemple, c'est-à-dire que les gens de sens commun ne pourront pas être compatibles avec nous, et ce genre de choses. Et en fonction de ça, dans les communes de moins de 9 000 habitants, ce sera ce qu'on appelle le COPOL, le comité politique, donc, qui réunit les 5 députés pour la Seine-Maritime et le référent, qui choisiront les têtes de liste dans chaque commune. Et pour les communes de plus de 9 000 habitants et celles qui sont stratégiques, pour X ou Y raison, ce sera le COPOL qui fera des propositions et ce sera au niveau national que seront décidés les candidats. Est-ce que vous souhaitez qu'Édouard Philippe redevienne maire du Havre ? Écoutez, Édouard Philippe est mon Premier ministre. Moi, je souhaite qu'il reste à sa tâche le plus longtemps possible. Oui, il est aussi mon Premier ministre. Je suis un Français, donc il est aussi mon Premier ministre. Je trouve qu'il fait un travail formidable en tant que Premier ministre, donc moi, j'ai envie qu'il dure le plus longtemps possible. Et je pense que dans l'équipe municipale du Havre, il y a un certain nombre de personnes qui sont de très grande qualité et qui pourront avoir les mêmes idées qu'Édouard Philippe et porter un projet victorieux pour le Havre. Vous ne le soutenez pas dans ce projet éventuel ? Écoutez, c'est pas que je le soutiens pas, mais je pense qu'il est à sa tâche et il s'occupe de l'ensemble de la France et donc il me semble naturel qu'il reste Premier ministre le plus longtemps possible. Après,
il revient au président de la République de définir si la mission du Premier ministre s'arrête ou non. Donc, Dernière question, Damien Adam. Est-ce qu'il vous arrive parfois de regretter votre ancien métier de cadre bancaire ? Alors, sachez que j'ai été cadre bancaire un tout petit bout de ma vie par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant d'être député. C'était votre dernier poste. C'était mon dernier poste. Après, j'en ai eu d'autres. Et même si j'ai moins de 30 ans, il ne m'a pas empêché d'avoir plusieurs vies avant d'être député. Je ne regrette absolument pas. Je suis passionné par tout ce qui m'arrive. Ça m'occupe 7 jours sur 7, mais je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est extraordinairement important et intéressant ce que je fais. Et voilà, j'ai été tenu à l'écart de la vie politique trop longtemps et maintenant je suis très content d'en faire partie et je suis très content d'avoir été élu par les citoyens de la première circonscription et de pouvoir mettre en place ce programme présidentiel que j'ai beaucoup défendu pendant la campagne présidentielle. Bien, merci Damien Adam. Mais merci à vous de m'avoir invité. À bientôt sur parisnormandie.fr.